mystérieux, une tension sourde. Dans la ville où les ombres marchent, une femme avance sans armure. Son nom voyage comme un murmure, Djeneba, prise dans la nuit obscure. Le destin frappe sans prévenir, un souffle tombe, un homme chute, et tout l'air devient un vertige. La justice se change en lutte. Oh, Djeneba! They call your name in the dark. Oh, Djeneba! The truth is burning in their hearts. La ville semblait retenir son souffle sous un ciel lourd et différent. Les étoiles d'ordinaire vives et bavardes s'étaient comme retirées derrière un rideau de brume, refusant d'assister à ce qui, quelque part dans ses entrailles, était sur le point de dérailler. Dans certains quartiers, la nuit ne tombait vraiment jamais. Elle s'allongeait, plutôt glissant paresseusement sur les ruelles poussiéreuses, s'accrochant au toit de tôle, effleurant les murs fatigués, et les lampadaires clignotaient comme des cœurs à bout de souffle. C'était dans l'un de ces quartiers mi-endormis, mi-éveillés que vivait Djeneba. Djeneba avait toujours eu une beauté étrange, presque dangereuse. Pas une beauté qui se remarque en plein jour sous le soleil franc, non, mais une beauté qui s'allume la nuit quand les certitudes vacillent et que les regards deviennent plus sincères que les paroles. Certains disent qu'elle était une légende urbaine, un nom qu'on murmure à la tombée du soir, comme une promesse ou un avertissement. D'autres la voyaient comme un refuge discret, un lieu où se brisaient les solitudes et les mensonges. Mais pour elle-même, Djeneba n'était ni un mystère, ni une muse. Elle n'était que Djeneba. Une femme qui tentait d'avancer dans la vie avec cette impression constante qu'un vent invisible poussait son destin sans jamais lui demander son avis. Ce soir-là, elle n'attendait rien de particulier, rien d'autre que la nuit elle-même, avec son cortège habituel de confidence et de silence. Pourtant, quelque chose vibrait étrangement dans l'air, comme une note dissonante dans une chanson trop familière. Son client du soir arriva très tard, beaucoup trop tard que d'habitude. Il avait la démarche pressée d'un homme traqué, le regard fuyant et ce parfum cher qui flottait comme une marque de fabrique, des secrets mieux entretenus que les mariages. La quarantaine, costumée, nerveux, au point que son souffle semblait se heurter à sa propre poitrine. La chambre où elle l'avait accueilli était éclairée par une ampoule jaunâtre qui dessinait des ombres grandes et disproportionnées sur les murs. Le ventilateur, suspendu au plafond par un fil recalcitrant, tournait lentement en émettant un grondement sourd comme s'il partageait la fatigue du monde. Djeneba observait l'homme sans vraiment le regarder. La routine avait longuement remplacé l'émerveillement et l'expérience avait depuis longtemps forgé en elle un instinct redoutable, capable de repérer la moindre fissure dans le comportement des hommes. Ce fut pourtant totalement inattendu. L'homme d'abord fébrile poussa un souffle étrange, un souffle qui n'était ni un soupir, ni un mot, ni un gémissement, un souffle final, coupé net. Ses yeux roulaient en arrière, son corps se clipsa, puis il s'affaissa comme une masse inerte, sans prévenir, sans grâce, sans bruit. Il tomba sur elle, puis glissa lourdement sur le sol. Le silence qui suivit fut un silence brutal qui sembla avaler tout l'air de la pièce. Pendant une longue seconde, Djeneba resta immobile, une seconde si dense qu'elle aurait pu contenir un siècle. Elle crut d'abord à un malaise, puis à une plaisanterie, enfin à un instant de panique passagère. Mais les morts ne simulent pas, ils s'imposent, ils occupent l'espace, ils imposent leur vérité. Quand le cri des sirènes lacéra la nuit, Djeneba comprit que sa vie venait de basculer dans une direction qu'elle n'avait pas choisie. Les voisins s'étaient déjà amassés devant sa porte, leurs murmures lourds de jugement, de fascination et de peur. Les policiers entraient avec une autorité froide, presque mécanique.
Il ne cherchait pas à comprendre. Il ne posait aucune question. Le corps d'un homme dans le lit d'une prostituée suffisait à écrire un scénario tout trouvé. On la minota sans égard, sans écoute, sans nuance. Elle fut conduite hors de sa maison sous le regard avide d'un quartier qui semblait se repaître de sa chute. Tout se refermait autour d'elle. Le bruit, la honte, la fatalité. Ce soir-là, Djeneba ne perdit pas seulement un client, elle perdit l'illusion que la justice pouvait un jour regarder une femme comme elle autrement que de haut. Et elle ignorait encore qu'elle s'avançait vers le procès le plus chaotique, le plus explosif et le plus imprévisible que la ville ait jamais connu. Your truth is breaking every wall. Oh Geneva, Les esprits chantent ta victoire, même si le monde veut te faire croire. Oh, Geneva. Le lendemain du drame, la ville s'était réveillée avec une rumeur entre les dents. Dans les marchés, les salons de coiffure, les taxis-motos, les maquis, les bureaux, les écoles, tout le monde semblait avoir une version de l'histoire. Même ceux qui ne connaissaient pas le nom de Djeneba la veille encore. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Une prostituée avait tué son client. Personne ne savait ce qui s'était réellement passé, mais tout le monde croyait savoir. Les réputations dans cette ville valaient souvent plus cher que les faits. La salle d'audience débordait bien avant l'heure du procès. Les bancs de bois luisants d'humidité et d'usure accueillaient une foule au mélange étrange. Des curieux, affamés de scandales, des moralistes venus assister à la chute d'un mauvais exemple, des femmes au regard sévère, des hommes trop silencieux peut-être inquiets de ce que l'affaire pourrait révéler. Une tension presque palpable flottait dans l'air. C'était comme si la ville entière voulait assister à un sacrifice. Djeneba entra escortée par 2 agents. Elle portait la même tenue que la veille. Un pagne simple, un chemisier froissé et sur son visage ce calme qui n'était pas réel mais nécessaire. Elle ne cherchait pas à se défendre. Elle cherchait seulement à rester debout. Ses yeux glissaient sur la foule sans colère ni honte, juste avec une lucidité froide. Elle savait qu'ici, avant même qu'elle ne parle, une grande partie des présents l'avaient déjà condamnée. Le juge présidant l'audience était un homme à la posture rigide, dont le regard tranchant semblait vouloir cisailler la moindre parcelle d'humanité chez l'accusé. À sa droite, le procureur se tenait prêt, l'air triomphant, comme s'il s'apprêtait à jouer une partition qu'il connaissait par cœur. Derrière eux, un empilement de dossiers formait un mur de papier contre lequel la vérité risquait de se briser. Dès l'ouverture du procès, tout se transforma en attaque. Le procureur déroula les éléments comme un orateur habitué à frapper avant de convaincre. Les photos du corps, la déclaration des voisins, le rapport de police rédigé à la hâte, mais présenté comme une vérité absolue. Et surtout, la réputation de Djeneba qu'on brandissait comme une preuve irréfutable. Dans la salle, chaque mot tombait comme une pierre dans un puits profond. Beaucoup opinaient, d'autres soupiraient. Quelques-uns serraient les lèvres en signe d'indignation. Le visage de Djeneba, lui, resta impassible. Elle avait appris très tôt que le monde n'était pas tendre avec les femmes comme elle. Rien ne pouvait plus vraiment la surprendre. Lorsque le juge fixa ses lunettes basculant légèrement au bout de son nez, il demanda d'une voix sèche: « Accusé, avez-vous quelque chose à dire ?» Un silence dense envahit la salle, si lourd qu'il sembla retenir le temps. Djeneba se leva. Elle inspira doucement. Sa voix, lorsqu'elle parla, n'avait rien de tremblant ni d'agressif. Elle parlait avec la précision de quelqu'un qui, pour la première fois, décidait de reprendre le contrôle de sa propre histoire. « Oui, votre honneur, j'ai une demande. » Le juge fronça les sourcils visiblement impatient. « Laquelle ? » ?»« Je demande votre récusation. Vous ne pouvez pas me juger impartialement. » Un murmure traversa la salle comme une vague qui se soulève avant de se briser. Le juge blêmit légèrement, mais tenta de sauver la face. « Sur quoi fondez-vous une accusation aussi grave ? »
Djeneba plongea son regard dans le sien, sans détour, sans trembler. Parce que vous, votre honneur, vous avez été l'un de mes clients. Le silence fut brutal, absolu. Puis, soudain, la salle explosa de chuchotements, d'exclamations, de rires nerveux. Le juge tenta de hausser la voix, de reprendre le contrôle, de nier, mais Djeneba n'avait pas terminé. Elle ouvrit son sac transparent, celui qu'on lui avait rendu à l'entrée du tribunal, et en sortit une enveloppe fine. À l'intérieur, des photos, des preuves indiscutables, des images impossibles à nier. Elle les tendit calmement au huissier qui les remit au procureur puis au juge. Le visage du magistrat devint livide. Son masque d'autorité se fissura sous les yeux de tout le tribunal. Le scandale était trop grand, trop visible, trop clair pour être étouffé. Il n'eut d'autre choix que de se récuser. La séance fut levée dans un tumulte indescriptible, chacun tentant de comprendre comment une simple prostituée venait de renverser un juge respecté. Mais une chose était sûre, Djeneba venait de changer les règles du jeu. Le procès serait désormais plus dur, plus violent, plus politique encore, car dans les couloirs du parquet, une nouvelle aversion venait de naître. On ne lui pardonnerait jamais d'avoir humilié un homme de pouvoir. Et sans le savoir encore, Djeneba s'avançait vers la partie la plus dangereuse de son combat. Propre prière. You rise when they want you to fall. Your truth is breaking every wall. Les esprits chantent ta victoire, même si le monde veut te faire croire. Oh, Djeneba, Djeneba, oh, the spirit follow you. Les masques tombent, les langues brûlent, la vérité réclame son dû. La récusation du premier juge avait laissé une trace brûlante dans les couloirs du tribunal. Ce qui pour Djeneba n'était qu'un geste pour sauver sa peau avait été perçu de l'autre côté comme un affront impardonnable. Les autorités judiciaires, vexées, exposées, ridiculisées en public, nourrissaient désormais une aversion plus sourde, plus dangereuse, une volonté presque personnelle de la voir tomber. Ce procès n'était plus simplement une affaire criminelle, c'était devenu une bataille d'honneur. Le jour de la reprise, la salle d'audience était encore plus pleine que la première fois. On aurait dit un théâtre avant les pièces scandaleuses. Les yeux brillaient d'attente, les chuchotements bourdonnaient, les bancs grinçaient sous le poids des curieux et au fond, quelques journalistes affûtaient leur stylo comme des lames. La tension était électrique. Le nouveau juge, plus jeune, mais tout aussi sévère, ouvrit l'audience d'un ton ferme. Le procureur, gonflé d'une détermination presque personnelle, annonça qu'il ferait appel à des témoins essentiels pour éclairer la moralité de l'accusé. Le thème déjà fit sourire certains dans l'assistance. On comprit que ce n'était plus un procès pour meurtre, c'était un procès pour ce que Djeneba représentait. Le premier témoin appelé fut un imam du quartier, un homme respecté, figure de vertu, capable d'influencer des dizaines de familles par une seule parole. Il monta à la barre avec la lenteur de ceux qui aimaient rappeler l'importance de leur rôle. Sa voix grave emplit la salle avec une assurance presque solennelle. Il parla longuement, très longuement. Il cita des versets, évoqua la pudeur, la droiture, la femme idéale, la société dévoyée. Il affirma que les actes de Djeneba étaient une honte pour le quartier, un poison pour les jeunes, un affront à la morale. Il prit même le temps de décrire sa propre épouse comme un modèle suprême de vertu, calme, fidèle, pudique, intouchable. La salle acquiesçait, le procureur souriait, le juge hochait la tête avec satisfaction. Djeneba, elle, demeurait immobile. Son visage ne trahit rien. Pas un sarcasme, pas une colère, juste une sorte de douceur calme, presque inquiétante. Quand l'imam eut terminé, elle leva légèrement la main
demanda la parole. Non, non. Le juge accepta sans cacher son agacement. Elle, non pas avec l'imam, elle se tourna vers l'imam, ses mots glissant avec une politesse désarmante. Monsieur l'imam, votre femme, cette femme exemplaire dont vous venez de parler, je la connais. Geneva, Un souffle glacé traversa la salle. L'imam fronça les sourcils, incrédule. Oui, poursuivit-elle d'une voix tranquille. Je la connais très bien et je peux même vous dire ceci. Elle a été l'une de mes clientes. Genre homme comme femme. Djeneba. Elle a été l'une de mes clientes. Une femme douce, perdue qui cherchait des sensations que, selon ses propres mots, elle n'avait jamais trouvées auprès de vous. L'imam chancela comme si on venait de retirer la terre sous ses pieds. La salle, elle, explosa. Des murmures, des cris étouffés, des rires nerveux, des chaises qui raclent. Le juge tapa du marteau en vain. Le procureur devint écarlate. Djeneba continua, posée funambule au-dessus du scandale. Elle m'a confié que vos principes religieux limitaient sa liberté et sa libido. Et qu'elle n'en pouvait plus de vivre sous la façade que vous imposez. L'imam quitta là-bas, les yeux bas, la dignité en lambeaux. Mais la tempête ne faisait que commencer. Le témoin suivant fut un pasteur. Oh Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. Appelé lui aussi par le procureur, un homme autoritaire dont la voix claquait comme un sermon qu'on n'a pas demandé. Il parla de décadence, de vice, de chute morale. Il affirma que Djeneba était la preuve vivante que la société avait perdu ses repères. Voilà, le pasteur. Il condamna l'adultère, le plaisir, les femmes modernes, l'irrespect des valeurs familiales. Djeneba le regardait avec une patience presque cruelle. Quand il eut fini, elle demanda encore la parole. Pas la femme du pasteur, pas le pasteur, non. Monsieur le pasteur, est-ce que vous reconnaissez ceci? Elle sortit de son sac un petit bijou en or, finement travaillé, visiblement coûteux. Le pasteur pâlit immédiatement. La salle retint son souffle. C'est le bijou de votre épouse. Celui dont vous avez annoncé la disparition il y a quelques mois. Vous vous souvenez? Il ouvrit la bouche sans trouver de mots. Votre fils me l'a offert. Oui, votre fils, après l'une de nos séances, comment dire, de détente spirituelle, dit-elle avec un sourire froid. Il venait souvent, très souvent même, pour se libérer, selon ses mots, de vos longues séances de prière qu'elle trouvait étouffantes. Cette fois, la salle éclata en un chaos incontrôlable. Certains riaient aux larmes, d'autres criaient leur indignation. Le pasteur chancela, à son tour dévasté. Le juge dut suspendre l'audience. Le tribunal était devenu un volcan. Les murs tremblaient, vibraient sous le choc des vérités éclatées au grand jour. Djeneba, elle, restait droite. Et pour la première fois depuis le début, un souffle de respect discret traversa certains regards dans l'assistance. Lorsque le procès reprit quelques jours plus tard, une atmosphère étrange régnait autour du tribunal. Comme si la ville entière retenait sa respiration. Comme si quelque chose d'inattendu, d'immense, d'incompréhensible allait se produire. Devant le bâtiment, une foule plus dense que jamais s'était rassemblée. Les vendeuses ambulantes avaient flairé la manne. Les journalistes, eux, guettaient l'instant où un nouveau scandale éclaterait. On apercevait même quelques visages étrangers au quartier, des gens tirés à quatre épingles, visiblement venus de loin pour assister à ce qui était devenu bien plus qu'un simple procès. Ce jour-là, le tribunal ressemblait moins à une institution qu'à une arène. Djeneba arriva escortée, son regard vidé mais son dos droit. Elle avait traversé l'humiliation, les mensonges, la violence psychologique des auditions religieuses. Elle n'attendait plus rien de bon. Elle avançait comme quelqu'un qui accepte d'être avalé par la fatalité mais qui refuse de baisser les yeux. La salle d'audience était pleine à craquer. Le nouveau juge tiré à quatre épingles tentait déjà de projeter une autorité que personne ne semblait totalement respecter.
Le procureur, quant à lui, affichait un air fermé. C'était l'expression d'un homme prêt à attaquer, mais dont la confiance avait été égratignée. Puis, soudain, les portes massives du tribunal s'ouvrirent dans un claquement solennel. Un murmure parcourut la salle, un frisson. Un homme entra. Un homme qui semblait absorber toute la lumière sur son passage. Il portait un costume sombre d'une élégance discrète, coupé avec une précision presque mathématique. Son allure était droite, majestueuse, presque intimidante. Ceux qui suivaient de près la vie judiciaire le reconnurent immédiatement. Ceux qui ne le connaissaient pas n'eurent pas besoin qu'on leur dise son nom. Tout dans son attitude disait qu'il ne venait pas pour perdre. Il était le meilleur avocat du pays. Une légende vivante, un homme qu'aucun criminel ne pouvait s'offrir, sauf les plus puissants. Il avança sans un regard pour le procureur, sans une hésitation, et s'arrêta devant la barre de la défense. Puis, il déclara d'une voix calme, posée, absolument certaine d'elle-même, « Je suis l'avocat de l'accusée, mademoiselle Djeneba. » Un choc traversa la salle presque visible. Des têtes se tournaient, des bouches s'ouvrirent. Un millier de questions télescopaient dans le regard. Pourquoi lui? Pourquoi défendre elle? Pourquoi maintenant? Même le juge ne put cacher sa surprise. Le procureur, lui, devint livide. Ce n'était pas simplement un adversaire, c'était un séisme. Les murmures enflaient, une rumeur circulait déjà à travers les bancs. On disait qu'un homme riche, homme discret mais immensement puissant, avait engagé l'avocat pour défendre Djeneba. Un homme qui aurait été, disait-on, l'un de ses plus fidèles clients. Un homme qui refusait catégoriquement que la seule femme capable de lui offrir un plaisir aussi rare finisse derrière les barreaux. Mais personne n'en était sûr. Et le doute, comme toujours, valait autant que la vérité. L'avocat déploya ses dossiers avec une lenteur calculée. Le juge tenta de reprendre le contrôle. « Maître, le procès avait déjà commencé. Pourquoi intervenez-vous seulement maintenant ?» L'avocat releva la tête, son regard aussi tranchant que l'âme. « Parce que c'est maintenant que la justice commence. » Ouais. Le silence tomba comme une pierre. Puis, il appela son premier témoin, le médecin légiste. « Ah ouais. Un homme discret, méthodique, dont la réputation d'intégrité dépassait largement les frontières de la ville. Il avança avec un dossier épais sous le bras, salua la cour, ajusta ses lunettes et se prépara à parler. L'avocat ouvrit la marche. « Docteur, pouvez-vous expliquer à la cour les conclusions de votre examen ?» Le légiste feuilleta quelques pages avant de lever la tête avec assurance. La victime est morte d'un arrêt cardiaque. Une mort naturelle, survenue au pic d'une excitation intense. Il n'y a eu aucune trace de violence, rien ne permet de conclure à un homicide. Les mots tombaient un à un lourds et irrévocables. Le procureur, frappé de plein fouet, tenta d'intervenir. Mais l'environnement, la situation, le contexte moral, le cœur ou les cœurs ne lisent pas les réputations, répondit sèchement le légiste. Il lâche. Celui-ci a lâché. Voilà tout. La salle resta bouche bée. Le dossier du procureur venait de se fissurer, puis de s'effondrer, puis d'exploser en poussière. Le juge demanda à Djeneba si elle souhaitait dire un mot avant la délibération. Elle se leva, sa voix tremblait légèrement, non pas de peur, mais d'une vérité trop longtemps retenue. « Je suis innocente de sa mort, mais je sais que pour beaucoup ici, je ne serai jamais innocente. Je resterai la prostituée qui tue, la femme qui détruit, la faute vivante qu'on montre du doigt. Pourtant, je ne vais vers personne, ce sont les autres qui viennent vers moi. Si je suis condamnable, alors que dire de ceux qui profitent de moi, qui prennent sans donner, qui brûlent mes nuits sans jamais assumer leurs propres vices ?» Elle marqua une pause, ses yeux brillaient. « J'espère seulement que ceux qui vont décider de mon sort ne sont pas des juges moralisateurs, mais des juges de droit, rien de plus. » Un silence profond descendit dans la salle, un silence qui ressemblait à un respect. Le tribunal entra en délibération et la ville entière dehors attendait le verdict comme on attend la fin d'une tempête.
Quel va être le verdict selon vous? Le tribunal avait délibéré longtemps, trop longtemps aux yeux de ceux qui attendaient dans la salle d'audience. Les minutes s'étaient étirées comme des heures et les heures comme une éternité. À travers les vitres opaques, on voyait les silhouettes des juges qui allaient et qui venaient, échangeant des mots que personne ne pouvait entendre, mais que tout le monde imaginait lourd, tendu et décisif. Pendant ce temps, la salle d'audience ne ressemblait plus à un lieu de justice. C'était devenu une caisse de résonance où se mélangeaient impatience, peur, curiosité et rage contenue. Les bancs grinçaient sous le corps déplacé par l'angoisse. Les respirations se faisaient courtes, les murmures impossibles à retenir s'arpentaient comme des ombres entre les rangées. Djeneba, elle, restait assise, les mains croisées sur son genou. Son calme avait quelque chose d'inquiétant. Non pas ce calme de ceux qui espèrent, mais celui de ceux qui se préparent à tout perdre. Elle fixait un point invisible devant elle, comme si sa vie se déroulait ailleurs, dans une pièce secrète où personne n'avait accès. Elle semblait à la fois là et déjà très loin. Lorsque les juges revinrent, un frisson parcourut l'assemblée. Le silence, le bruit de leurs pas s'écrasant sur le sol de marbre avait quelque chose de définitif. Le plus âgé d'entre eux tenait entre ses mains un dossier mince, presque trop mince pour contenir le destin d'une femme. Il s'assit avec lenteur, regarda un instant la salle, puis fit signe que l'audience reprenne. Le silence fit immédiatement. Un silence lourd, plein, vibrant. Le genre de silence qui annonce qu'une vie s'apprête à basculer. Oh, ils vont condamner la fille là. Accusé, levez-vous, déclara le juge. Djeneba se leva, droite, les épaules tendues, le souffle discret. Son avocat posa une main légère sur son bras pour lui transmettre un peu de force. Elle ne broncha pas. Le juge ouvrit le dossier, tourna une page, puis prit une longue inspiration. Chaque personne de la salle retint la sienne. Concernant les faits d'homicide involontaire, commença-t-il, la voix posée mais ferme. Une vague de tension traversa la salle. Le tribunal, après étude des éléments de preuve et du rapport du médecin légiste, déclare que la mort de la victime était due à un arrêt cardiaque naturel, sans intervention d'un tiers. D'accord? Un souffle collectif parcourut l'assemblée. Certains parurent déçus, d'autres soulagés. Le procureur ferma les yeux anéantis. Le juge poursuivit. En conséquence, Djeneba est déclarée non coupable des accusations d'homicide. Les mots tombaient comme des pierres sur un lac calme. Ils firent des ondes, des secousses, des réactions immédiates. Djeneba ne pleura pas, elle ne trembla pas et resta parfaitement immobile, comme si le verdict avait glissé sur elle sans le toucher. Ce n'était pas la froideur, c'était la caractéristique des âmes qui ont trop longtemps souffert. La victoire, même lorsqu'elle arrive, n'affecte pas les cicatrices. Mais le juge n'avait pas terminé. Cependant, reprit-il, et ce mot fit resserrer les gorges. Le tribunal rappelle que l'exercice de la prostitution est interdit dans ce pays. Un léger murmure se leva. Une femme au premier rang secoua la tête. En conséquence, déclara-t-il, l'accusé est condamné à 12 mois de prison avec sursis. Le mot sursis fut comme une délivrance qui descendit dans la salle. 1 an de prison, mais dehors, libre, vivante, debout. Le juge referma son dossier et conclut. Le tribunal estime que cette peine tient compte de la gravité morale des faits, mais aussi de la lourde injustice subie par l'accusé durant cette procédure. Il marqua une pause, puis ajusta d'un ton plus humain. Vous pouvez disposer, mademoiselle Djeneba. Elle resta un instant immobile, comme si son corps avait besoin de temps pour accepter le mot libre. Son avocat sourit pour la première fois. Quelques personnes applaudissent discrètement, d'autres quittèrent la salle, vexées de ne pas avoir assisté à la condamnation qu'elle espérait.
La foule se dispersa, les journalistes sortirent en courant, les murmures s'éloignaient et Djeneba, seule au milieu de la salle, désormais presque vide, inspira profondément un souffle nouveau, un souffle qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. Elle n'avait pas gagné contre la société, mais elle avait gagné contre son destin et c'était déjà immense. La nuit était tombée lorsque Djeneba franchit enfin le seuil de sa maison. Le quartier semblait figé, comme s'il retenait son souffle pour observer son retour. Les ruelles poussiéreuses, d'habitude animées par les cris, les rires et les moteurs, s'étaient enveloppées dans un silence presque respectueux. Même les lampadaires, ses gardiens fatigués, semblaient briller avec prudence. Elle poussa la porte de sa petite chambre et resta immobile un moment. Tout était exactement comme elle l'avait laissé. Le drap légèrement froissé, les chaises branlantes, le ventilateur suspendu qui oscillait paresseusement, le silence qui pesait comme un souvenir. Il posa sa main sur le mur, lentement, comme si elle saluait un ami perdu. Ce lieu avait été un refuge, sa prison, son commerce, son fardeau. Et maintenant, pour la première fois, il devenait simplement une maison. Elle inspira longuement, savourant la sensation étrange de respirer un air qui n'appartenait plus à la peur. Un sourire presque imperceptible étira le coin de ses lèvres. Mais ce répit ne dura pas. On frappa. Un coup sec, simple, mais chargé d'une tension qui fit vibrer le sol sous ses pieds. Elle hésita une seconde, puis se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Sur le seuil se tenait le procureur. L'homme même qui, depuis des jours, avait exposé sa vie comme une faute, l'avait traité comme un monstre, avait fouillé dans son intimité avec une avidité féroce. Mais ce soir-là, il ne ressemblait plus au représentant de l'État. Il n'avait plus ce regard dur, ni cette assurance arrogante. Il se tenait là, raide, maladroit, la bouche serrée, le poids d'une hésitation écrasante dans son maintien. « Bonsoir, Djeneba, dit-il dans un souffle presque inaudible. Elle ne répondit pas, elle l'observa, sans animosité, sans peur, sans gratitude non plus, juste avec cette lucidité tranchante qui avait toujours été sa seule arme. Le procureur déglutit, baissa les yeux un instant puis reprit. « Je suis venu parce que j'ai entendu ce qui s'est dit au tribunal sur vous, sur tout ce que vous êtes. Et je me suis dit, peut-être, je n'avais jamais vraiment voulu comprendre. » Il se passa une main nerveuse dans la nuque. Il semblait plus jeune soudain, plus fragile. « Je suis venu parce que je pense que vous êtes quelqu'un de spécial, dit-il. Finalement, cherchant chaque mot comme un naufragé cherchait une bouée. Un silence s'installa entre eux, dense, presque intime. Djeneba soutient son regard, longtemps sans rien dire. Elle n'éprouvait ni vengeance ni rancœur. Elle avait déjà donné trop d'énergie à la haine des autres. Puis elle répondit calmement. « Très bien, mais je vais vous rappeler une chose. » Elle croisa lentement ses bras. « Je me suis fixé une limite que je n'ai jamais franchie. 1000 clients, et le 1000e est mort dans mes bras. » Le procureur sentit son cœur s'arrêter un instant. Son visage se clipsa entre gêne et désir, mais il ne recula pas. Il inspira profondément, murmura d'une voix basse, presque tremblante. « Alors, laissez-moi être la 1001e. » Une pause, le sourire gêné, la cerise sur le gâteau, le bonus. Les mots flottaient dans l'air, étranges, inattendus, presque comiques dans leur audace vulnérable. Djeneba recula d'un demi-pas, pas pour fuir, non, pour lui laisser entrer le poids de sa demande. La porte s'ouvrit un peu plus, son ombre se mélangea à la lumière de la chambre, et la nuit complice éternelle des secrets humains referma son voile sur eux, comme si elle savait déjà que certaines histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles changent simplement de forme. Dans la nuit, les ombres parlent. Le destin
réclame sa voix, justice ou damnation. Nul ne peut fuir sa vérité. Oh, Geneba, la ville retient son souffle, les esprits observent, les esprits jugent, les esprits témoignent. Un souffle mystérieux, une tension sourde. Dans la ville où les ombres marchent, une femme avance sans armure. Son nom voyage comme un murmure, Geneba, prise dans la nuit obscure. Le destin frappe sans prévenir, un souffle tombe, un homme chute, et tout l'air devient un vertige. La justice se change en lutte. Oh Geneva, They call your name in the dark. oh Geneva, The truth is burning in their hearts. oh Geneva, Les esprits chantent ton histoire, et la nuit porte ton pouvoir. Ambiance rythmée, captivante, dramatique. Les rues s'enflamment de rumeurs, les juges cachent leur vrai cœur. Les puissants tombent dans la peur quand la lumière brise leurs erreurs. Dans la salle où tout vacille, une voix se lève douce et tranquille. Elle révèle ce qu'ils veulent taire, leurs propres fautes, leurs propres prières. oh Geneva, You rise when they want you to fall. oh Geneva, Your truth is breaking every wall. oh Geneva, Les esprits chantent ta victoire, même si le monde veut te faire croire. Oh, Geneva, Geneva, oh, the spirit follow you. Les masques tombent, les langues brûlent, la vérité réclame son dû. Justice. 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 oh Geneva, Your voice is stronger than their lies. oh Geneva, Your story rises to the skies. oh Geneva, Les esprits marchent à tes côtés, et la nuit ne peut plus t'arrêter. Geneba, fil de la nuit, l'histoire t'a choisi. Et voilà les amis, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir découvert cette histoire avec moi, en même temps avec moi. N'oubliez surtout pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Moi, je pense que l'histoire n'est pas terminée. Et je trouve bizarre qu'elle accorde une dernière nuit quand même à ce procureur. Et bon, et tout ce qui va avec. En même temps, dites-moi ce que vous en pensez. Et à la prochaine pour une nouvelle histoire. Merci surtout à cette communauté qui ne cesse de grandir. Merci de nous écouter. Merci de nous donner la force. Merci de nous rappeler ou de nous montrer qu'effectivement, notre jeunesse, notre communauté, notre monde, notre ère a vraiment besoin d'histoire pour se nourrir. D'histoires porteuses de vie, porteuses de sens, porteuses de leçons de vie. Merci et à la prochaine. Se change en lutte. oh Geneva, They call your name in the dark. oh Geneva, The truth is burning in their hearts. oh Geneva, Les esprits chantent ton histoire, et la nuit porte ton
s'enflamment de rumeurs, les juges cachent leur vrai cœur, les puissants tombent dans la peur quand la lumière brise leurs erreurs. Dans la salle où tout vacille, une voix se lève douce et tranquille. Elle révèle ce qu'ils veulent taire, leurs propres fautes, leurs propres prières. Oh Geneva, You rise when they want you to fall.